Ces fourmis, les fourmis de feu, sont devenues les bêtes noires des circuits électriques. Leur voracité les pousse à attaquer tout ce qui est électrifié. Elles confondent peut-être le courant électrique avec les ondes que dégagent naturellement leur proie. Chaque année aux États-Unis, ces fourmis causent des millions de dollars de dégâts aux installations électriques. Ces envahisseurs n'hésitent pas à se transformer en radeaux vivants pour conquérir de nouveaux territoires. Les fourmis de feu, fire ants, attaquent pratiquement tout ce qu'elles croisent, araignées, sauterelles, mais également les batraciens et les mammifères malades. Ok les gars, l'inspection que nous avons faite hier a relevé un certain nombre de colonies de fourmis. Chris, si vous pouviez emmener l'exterminateur à fourmis dans le parc au sud de la ville, on pourra rapidement éradiquer le problème. Ok, allons tuer des fourmis. Chris est l'un des 400 inspecteurs des brigades anti-fourmis de feu. Il a la responsabilité de tous les jardins d'un district. Kelly, c'est Chris. Nous avons des fourmis de feu dans ce jardin. Nous devons traiter toute la zone, à vous. Ok pour le traitement, on arrive. Jimmy et Brian, prenez les maisons paires pour l'attaque. Ty et moi, on s'occupe des numéros impairs. Au 30, traitez chaque côté de la maison des voisins. Les colonies de fourmis de feu peuvent atteindre 40 millions d'individus au kilomètre carré. Les fourmis, au contact des granules jaunes, stoppent leur croissance et la colonie meurt. La première fois que j'ai été piqué au boulot, je prenais un échantillon. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait une autre fourmilière à côté. Un instant plus tard, des dizaines de fourmis étaient sur moi et me piquaient. Je me rappelle les avoir menacées. « Vous êtes morts. Vous êtes toutes foutues. » Le voisinage devait se dire « Qui c'est ce type? Qu'est-ce qu'il fait ?» Et moi je leur disais « Tout va bien, je sais ce que je fais. » Est-ce qu'elles laissent un dard comme les abeilles? Elles gardent leur dard et peuvent donc vous piquer peut-être 7 à 8 fois. Leur venin brûle comme le feu, d'où leur nom, fourmis de feu. Il est composé d'acide formique concentré à 40%. Très corrosif, il provoque des pustules. Les fourmis de feu sont dotées d'un véritable dard. C'est un héritage familial qui remonte à une centaine de millions d'années, quand les fourmis étaient des guêpes. Cette arme, munie de dents comme un harpon, peut être tout aussi redoutable. Des personnes âgées et des enfants sont décédés. De nombreux avocats attaquent les pouvoirs publics. Souvent, les patients dans les maisons de retraite sont les victimes des fourmis de feu. Elles les attaquent dans leur lit, en les piquant parfois des centaines de fois. Résultat, des blessures sévères qui peuvent entraîner leur mort. Malgré les apparences, le docteur Porter ne se recueille pas sur la tombe d'une victime. Il sait que les fourmis de feu n'hésitent pas à faire leur nid dans la terre meuble des cimetières. Fossoyeur pour l'occasion, le docteur Porter récolte des fourmis tueuses pour ses tests. Il est en effet mandaté par le gouvernement pour trouver l'arme radicale qui n'impliquerait pas l'utilisation d'une armée humaine coûteuse. Ces mouches microscopiques appelées phorides sont peut-être la solution. Elles attaquent les fourmis en leur injectant à la vitesse de l'éclair leurs œufs dans l'abdomen. Cette fourmi est condamnée. Dans une dizaine de jours, une larve de mouche va la ronger de l'intérieur, puis migrer dans sa tête afin d'achever sa croissance. En 30 jours, la larve se transformera dans la tête de sa victime pour devenir mouche et parasiter à son tour d'autres fourmis.
Les mouches en vol stationnaire sont comme une armée d'hélicoptères. Elles foncent sur les fourmis l'une après l'autre tant qu'elles peuvent. Si nous n'avions pas de haine pour ces satanées fourmis, on aurait pitié. Mais on prend plaisir à les regarder faire. Une autre. Touché. Une autre. Touché. 2 dans le mille. Parfait, les mouches pilonnent bien les fourmis. Les fourmis devraient être bien parasitées et donner beaucoup de mouches. Il y a probablement ici une centaine de fourmis parasitées. Si nous avons de la chance, dans 3-4 semaines, émergeront de nombreuses mouches tueuses. Toute fourmilière parasitée est condamnée. L'arme absolue et peut-être au point reste à rassurer la population. Qui a déjà été piqué par une fourmi de feu? Moi. Qu'est-ce que ça fait quand on est piqué? C'est comme une piqûre d'abeille moins forte mais un peu douloureuse. C'est comme si on nous mangeait la peau. Chaque année, vous voulez gagner contre cette équipe et chaque année, c'est la défaite fatale. Mais c'est votre jardin, alors cette année, prenez le contrôle du jeu. Comme pour exorciser le feu, chaque année, la ville de Ashburn, en Géorgie, organise un festival où l'on apprend à rire des Fire Ants. Le clou du festival est la mort d'une fourmi de feu géante, mais en attendant, les feux sont toujours en panne. En un siècle, une dizaine d'espèces de fourmis, parmi les plus agressives, s'est lancée à l'assaut du monde. Pour y arriver, certaines, comme les minuscules fourmis d'Argentine, ont conquis l'ouest des États-Unis en regroupant leurs différentes colonies qui habituellement se combattaient en une seule armée de milliards d'individus. Aujourd'hui, les fourmis d'Argentine regroupent leurs bataillons du sud de l'Europe en une supercolonie afin d'éliminer les autres espèces. À l'image de l'Union européenne, les fourmis des bois font une politique commune. Dans cette société, il y a 150 millions de fourmis, ce qui est phénoménal. Mais d'autant plus impressionnant, il y a des centaines de milliers de reines qui coexistent en parfaite harmonie. Il n'y a aucune guerre dans ce système qu'on pourrait comparer à une sorte de fédération complètement auto-organisée, basée sur une politique d'entraide commune. Et pourtant, on ne tombe jamais dans une anarchie. Au contraire, des chaises à porteurs sur 6 pattes servent même à transporter les reines entre les colonies, comme autrefois lorsqu'on pratiquait les mariages dans les cours royales des capitales européennes pour cohabiter en paix. C'est sous des jets d'acide formique qu'Arnaud Meder récolte les fourmis des bois. Objectif: identifié par une couleur spécifique des fourmilières qui pourraient être en guerre territoriale. Arnaud va déposer des citoyennes du Nord près de la fourmilière la plus au sud de la supercolonie. Dans un premier temps, tout le monde est sur ses gardes. Après quelques minutes, les empreintes génétiques olfactives sont reconnues, véritable passeport européen qui permet de fraterniser. C'est au GPS qu'Arnaud pointe les 1200 nids de la supercolonie de fourmis des bois répartis sur 70 hectares, 100 km de piste,
au cœur de l'Europe, dans le Jura. Des millions de fourmis vivent ainsi en paix, à Fourmipolis. Pas si bêtes, les fourmis politiciennes. La plupart des envahisseuses proviennent d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Certaines sont surnommées les Huns ou les barbares à cause de leurs pratiques guerrières. Les fourmis légionnaires, maniant d'Afrique ou écitons d'Amérique, n'ont pas de nid fixe. Une colonie d'1 million de mercenaires peut manger 50 000 insectes en une seule journée. Leur civilisation est fondée sur le pillage. Leurs colonnes de chasse s'étalent sur des centaines de mètres de long. Elles dévastent tout sur leur passage et sèment la terreur parmi les petits animaux. La variété des armes des fourmis est à l'image des guerrières. Mandibules, vaporisateurs de colle, catapultes, vessies de jet d'acide formique, griffes surdimensionnées. Leur instinct guerrier et leurs armées conquérantes ne pouvaient qu'inspirer de nombreux réalisateurs de science-fiction. Quand je suis arrivé à Hollywood et que j'ai commencé à faire du cinéma, j'avais toujours en tête la réalisation d'un film sur les fourmis. On m'a parlé des fourmis de Panama, il fallait que j'aille voir ça. J'y suis allé, c'était prodigieux. Elles étaient terrifiantes, grotesques même, très intelligentes et très fortes. Grossies à la taille humaine, ça devenait un vrai cauchemar. Bert Gordon n'est pas n'importe quel réalisateur. Il a aussi produit plus de 27 superproductions et est membre de l'Académie d'Hollywood. Je crois que si les fourmis grandissaient à notre taille, ce serait un grand danger. Elles sont déjà très intelligentes avec leur petit cerveau, mais elles deviendraient alors une réelle menace pour l'homme. May Berendome est professeure d'entomologie, mais aussi directrice d'un festival consacré aux films de fourmis qu'elle organise avec son mari, professeur de cinéma. Quand j'étais petite, j'avais peur des insectes. Alors aujourd'hui, je crée facilement le lien avec ceux qui en ont peur. Ce festival est un moyen de les toucher. Si nous annoncions une conférence sur l'étude physiologique des insectes, personne ne viendrait. En revanche, pour un film avec des fourmis géantes massacrant des gens dans les égouts de Los Angeles, on peut faire salle pleine et une fois qu'ils sont là, leur parler un petit peu des fourmis. Je vous annonce, messieurs, et la science le confirme, que si des mesures ne sont pas prises et prises rapidement, l'homme en tant qu'espèce dominante sur Terre aura disparu avant une année. Restez dans vos maisons. Je répète, restez dans vos maisons. Votre sûreté personnelle, la sûreté de toute la ville, dépend de votre coopération totale avec les forces militaires. Oui, les villes, les nations, toute la civilisation est menacée de destruction. Peut-être est-ce la réalisation de la prophétie biblique. La destruction et les ténèbres envahiront la création, et la bête régnera sur la terre. Les fourmis géantes, c'est scientifiquement impossible. Si d'une manière ou d'une autre une fourmi devenait géante, elle aurait tellement de problèmes de poids, de mouvement et de respiration qu'elle finirait à terre le souffle coupé. Pourtant, les fourmis géantes existent, mais leur taille ne dépasse pas 3 cm. Cette espèce sans reine, la Dinoponera quadriceps, a des mœurs sexuelles impitoyables. Le mâle perd son sexe pendant l'accouplement. Très carnivore, cette géante se nourrit de cafards et de grillons. Les Indiens d'Amérique du Sud les redoutent pour leurs piqûres.
Elles furent d'ailleurs autrefois utilisées dans certains rituels d'initiation. C'est sur ces vanneries tressées que certaines tribus d'Amazonie déposaient les fourmis Paraponera, de taille moyenne, mais au venin longtemps actif. La vannerie était déposée sur la poitrine. Cette cérémonie servait comme preuve du courage du fiancé le jour de son mariage, ou symbolisait le passage à l'âge adulte. En Afrique, certaines tribus du Cameroun punissaient les femmes adultères en les faisant dévorer vivantes par des fourmis. Les Japonais et les Khmers rouges utilisaient également ce supplice pour faire parler leurs prisonniers. Dans nos sociétés occidentales, l'image de la fourmi est pourtant positive et même très valorisante. Elle symbolise la ténacité, l'efficacité, la vivacité. La publicité se devait de l'emprunter. Encore une qui se prend pour l'Apollo. Steven Kutcher est l'un des dresseurs de fourmis les plus employés d'Hollywood. Voilà, il y a plus d'activité. C'est visuel. On est à la moitié du chargement. Vérifions qu'on a d'autres bobines chargées. Ok, c'est bon maintenant. Certaines personnes demandent si c'est difficile de filmer les fourmis. En fait, il faut penser comme une fourmi. En général, les gens n'y arrivent pas, mais moi j'y arrive. Vérifie que ce soit un peu incurvé, que ce soit pas trop droit. Oui, ça paraît bon. Ça va vraiment bien marcher. Les fourmis marchent lentement, donc si elles doivent parcourir une longue distance, le plan sera trop long. Alors on ne prend que le début et la fin. Et seulement sur une petite distance. Je pense que tu n'as pas besoin de plus. Ok, ça marche. Steven fourmille d'idées. Entre autres, il a trouvé la méthode pour filmer les fourmis qui marchent sous l'eau. C'est le chargeur plein? C'est le plein, oui. Tu as 10 minutes. Tu vas tenir cette brindille 10 minutes? Si ce que tu fais est bon, je tiendrai 10 minutes. Le truc de Steven, c'est que les fourmis peuvent, d'après lui, vivre 14 jours en apnée dans l'eau. Ok, on monte. Roberto rentre de mission. Ce dentiste s'est installé au cœur des fourmilières de la forêt tropicale brésilienne afin d'assouvir son obsession, filmer les fourmis dans toutes les positions. Depuis que je suis enfant, j'ai une passion pour les insectes et surtout pour les fourmis. Aujourd'hui, j'ai une belle maison, une famille et une bonne profession de dentiste. Cette profession, je suis en train de l'abandonner pour me consacrer exclusivement à cette passion. On dénombre environ 11 000 espèces de fourmis et Roberto sait que beaucoup sont encore à découvrir.
Les tournois territoriaux entre espèces combattantes sont souvent très acrobatiques. Chacun cherche à faire basculer son adversaire sur le côté. En se juchant le plus haut possible sur leurs pattes, elles cherchent à l'intimider. L'issue d'un tournoi peut déclencher une guerre. Ces fourmis légionnaires sont en train d'envahir une fourmilière pour manger tous ses habitants. Et tu vois ici, elles vont jusqu'à kidnapper la reine. Elle est emmenée pour être également dévorée. Ce sont de vrais terroristes. Les fourmis de Roberto ont des comportements inventifs. Certaines, les Aztecas, trouvent de l'amidon en quantité au cœur d'une plante tropicale, l'imboba. C'est pourquoi elles y nichent. En échange, la plante bénéficie de la protection des fourmis qui chassent tous les parasites. Roberto aime particulièrement les reines à tas. Il ne les dévore pas seulement des yeux, car elles sont à croquer. Les fourmis sont considérées comme la nourriture du XXIe siècle. Elles sont en effet particulièrement abondantes et riches en protéines, mais sans cholestérol. Selon la légende, ce furent les jésuites qui apprirent aux premiers Brésiliens à manger les fourmis dans le but de limiter leur prolifération. En effet, une seule reine peut engendrer 150 millions d'ouvrières. Roberto les consomme fraîches, en conserve ou congelées. Aujourd'hui, Roberto dos Santos Eisenberg et Olivier Anquier, un cuisinier français qui a fait fortune au Brésil, essaient de populariser le caviar de fourmis. Je ressuscite une recette oubliée, un plat de fourmis. Roberto, un spécialiste des fourmis, va nous expliquer qu'on utilise les fourmis Tanajuras ou Itha selon la zone de récolte. Les petites, non? Non, parce que c'est les mâles. Alors on va prendre les grandes comme ça. Notre grand écrivain Monteiro Lobato dirait, c'est le caviar du Brésil. Dans cette région, c'est une coutume de manger des fourmis. Et la Itha, c'est la reine des fourmis. Ça veut dire qu'on mange seulement les reines? Oui, on ne mange que les reines. C'est celles qui ont un grand abdomen? Oui, c'est très nutritif. Ces étranges insectes sont de véritables réserves vivantes de sucre. Les aborigènes les appellent fourmis peau de miel à cause de leur saveur mielleuse et selon eux exquise. Pour survivre aux sécheresses, ces fourmis ont mis en place un système original. Leurs ouvrières récoltent du nectar d'un arbre. Elles se transforment alors en jarres vivantes à pâte et régurgiteront leur précieux nectar dans les périodes de disette. Hé, regarde là. Il y a des fourmis peau de miel qui sortent du trou. Il y a des fourmis dedans? On creuse ici. Certains aborigènes n'hésitent pas à creuser jusqu'à 1,20 m sous terre pour dénicher le caviar sucré. Les
Les vieilles femmes les offrent encore à leur famille comme sucreries traditionnelles. Quant au sucre, les femmes l'extraient du sous-sol, mais savoureux entre tous et simple à préparer, puisqu'il suffit de serrer la fourmi entre ses doigts pour éviter sa piqûre et de crever avec les dents la poche de miel. Aujourd'hui encore, les femmes chassent avec la méthode traditionnelle, mais pas les hommes. Les hommes s'assoient derrière. C'est le boulot des femmes. Attrapez-les là où les fourmis mordent, puis mangez. C'est tellement bon. Doucement. Mais mange-la. Ça ressemble à quoi? Du miel? Oui, mais quel goût? Sucré? Sucré, hein? Tu aimes ça? Oui. Peut-on ramasser les fourmis peaux de miel partout, comme sous les arbres ou ailleurs? Elles habitent sous les arbres appelés mulgas. C'est le seul endroit où l'on peut les trouver. Les mulgas. La ville d'Alice Springs souhaite perpétuer cette tradition aborigène au point de peindre ses autobus aux couleurs des desserts à pâte. Ah, regarde. Ici, il y a un autre grand nid. Prends-le. Au pays de Mao, les fourmis tombent du ciel. Ces fourmis tisserandes ne sont pas seulement à croquer pour leur bon goût. Elles sont considérées par les Chinois comme une véritable panacée pour la santé. Les hommes ne sont pas les seuls à les aimer. Pour se protéger des prédateurs, elles tissent leur nid constitué de feuilles dans les arbres. Alerte! Ces chasseurs de fourmis sont des professionnels. Ils les récoltent aujourd'hui pour préparer leur célèbre élixir. Selon la médecine traditionnelle chinoise, les fourmis tisserandes augmenteraient l'appétit des malades atteints du cancer, réduiraient la douleur et même le vieillissement des hommes. On les prescrit pour tout: asthme, hépatite chronique, mauvaise circulation sanguine. Vous pouvez goûter, c'est du vin de fourmi. C'est bon pour la santé. Essayez. 3 fois par jour et un verre par prise. Pour Monsieur Li, les fourmis sont de l'or noir. Il a fait fortune grâce à elles. Il doit se rendre aujourd'hui chez des récolteurs pour sélectionner les meilleurs arômes. Ok. C'est 2 sacs, c'est bon. Oui, oui, c'est pareil. Un peu plus. Les Chinois montrent un tel engouement pour la consommation des fourmis médicinales que M. Li doit désormais se fournir dans toute la province, à vélo, en bateau et à pied, pour approvisionner son usine. Si le tri des fourmis se fait encore par des mains délicates, M. Li utilise les machines de l'industrie pharmaceutique pour les conditionner en poudre ou en gélules.
La fourmi est l'animal le plus puissant d'après les scientifiques. Elle tire 400 fois son propre poids, contre 4 fois pour l'éléphant. Les gens doivent manger des fourmis pour être plus forts. En été, la fourmi tisserande vit dans les arbres et l'hiver dans le sol humide, sans jamais avoir de rhumatisme. Les fourmis, c'est bien contre les rhumatismes. Si M. Lee produit 70 tonnes de poudre de fourmis par an, ses employés eux aussi travaillent comme des fourmis. On estime que la vente de ces insectes par l'ensemble des producteurs rapporte environ 100 millions de dollars américains par an. Certains producteurs se paient même des spots publicitaires. Mangez des fourmis, c'est bon pour votre santé. Ces fourmis australiennes, les bulldogs, ne se mangent pas. D'ailleurs, leur piqûre est extrêmement douloureuse et dangereuse. À force de travailler avec ces fourmis très agressives, Craig Angus est devenu allergique à leurs phéromones, qui lui provoquent des crises d'éternuement. Il a revêtu sa tenue de commando pour éviter tout contact. Craig Angus est l'assistant du professeur Andrew Beatty. Il travaille sur les propriétés antibiotiques des fourmis. Craig est devenu un expert en ficelage. Objectif, extraire sans tuer la fourmi une substance antiseptique contenue dans ses glandes. Sa quantité est infime, mais suffisante pour conférer à la fourmi une bonne immunité contre les microbes. Concentré, Craig vérifie une dernière fois son attache alors que la fourmi cherche à piquer. Dans cette boîte, autour des 2 gouttes d'antibiotiques de fourmis déposées, toutes les bactéries ont été éliminées. Les aborigènes avaient compris les propriétés antibiotiques des fourmis. Ils jetaient un tissu sur leur nid, attendaient, puis ils secouaient le tissu pour enlever les fourmis et le plaçaient sur la plaie. Le tissu devait être imprégné d'antibiotiques car il avait pour effet immédiat la guérison. L'homme ne connaît les antibiotiques que depuis 60 ans, alors que les fourmis les utilisent depuis 60 millions d'années. L'utilisation à répétition des mêmes antibiotiques a créé des résistances chez les bactéries responsables des maladies. De nouvelles sources d'antibiotiques doivent être trouvées le plus rapidement possible. Nous croyons que notre recherche sur les antibiotiques produits par les fourmis et d'autres insectes nous révélera de nouvelles armes pour combattre les maladies humaines. Les fourmis champignonistes cultivent aussi des antibiotiques. Au microscope électronique, on peut voir accrochée sur leur dos une mousse de bactéries qui les protège de tout risque d'infection. Ces antibiotiques sont fabriqués dans des chambres souterraines à partir de feuilles mastiquées qui sont transformées en substrat sur lequel les champignons peuvent pousser et produire en retour la nourriture et les médicaments de la colonie. Les champignonistes découpent facilement les feuilles grâce à leurs puissantes mandibules. Elles choisissent dans la nature les échantillons de végétaux les plus variés, car elles changent régulièrement d'antibiotiques, comme si elles savaient inconsciemment que les microbes pathogènes évoluent. Dans l'histoire, les fourmis ont été de véritables pharmacies à pattes et mandibules. Au Moyen-Âge, en Europe, on utilisait leur acide formique pour conserver les cadavres d'animaux ou nettoyer certaines blessures. En Afrique, encore récemment, elles servaient d'agrafe chirurgicale pour suturer les plaies. On leur faisait mordre les tissus de manière à en rapprocher les 2 bords. Une fois les mandibules refermées, le corps de la fourmi était coupé pour ne conserver que l'agrafe animale.
Les fourmis n'ont pas attendu l'homme pour apprendre à coudre. Les fourmis tisserandes ont même inventé la navette à tisser. En acceptant de se transformer en navettes vivantes, les larves de fourmis font le don de leur soie et de leur vie. Les larves de fourmis tisserandes d'Australie sécrètent des fils de soie à partir d'une protubérance située sous la bouche. L'ouvrière couturière presse plus ou moins la larve entre ses mandibules pour obtenir le précieux fil, dévidé grâce à des peignes situés sur ses pattes. Les milliers de fils tissés permettent l'assemblage d'une structure de feuilles extrêmement résistante et légère, ce qui donne des idées aux architectes. Prends-le dans ce sens. Voilà, comme ça. Continue de cette façon. Nous avons construit cette structure comme le font les fourmis tisserandes. Ces fourmis ramassent des bâtons, des feuilles et tout ce qu'elles peuvent trouver, qu'elles assemblent avec des fils de soie, comme nous l'avons fait avec cette structure. L'architecte Eugène Tsui a ainsi créé des tours très légères, pouvant supporter des poids importants. En empruntant ses idées à la nature, il cherche des solutions pour construire des habitations sans dégrader l'environnement, des solutions économiques, rapides, sûres, esthétiques et naturelles. Certains de ces projets utilisent également le savoir-faire technique des fourmis en matière de climatisation et de régulation des flux d'air. En Californie, les tremblements de terre, les incendies et les inondations sont une réelle préoccupation. Là aussi, les fourmis sont source d'inspiration. Cette habitation calque sa forme sur le corps d'une fourmi. On obtient ainsi une forme qui résiste aux tremblements de terre, mais aussi cette texture rugueuse spécifique. On peut se demander quelle fourmi l'a piqué. Des terrasses panoramiques en dard de fourmis, aux jarres arrondies des fourmis peau de miel, tout l'univers de Tsui en est imprégné. Je dois m'imaginer moi-même en fourmi pour comprendre pourquoi et comment les fourmis prennent telle ou telle décision, de façon à obtenir leurs habitats incroyables. C'est en les étudiant que cela influence mon architecture, car leur logique et raisonnement peuvent être directement appliqués à la création de l'habitat humain. Ce qui est intéressant, c'est l'angle de 15 degrés. C'est identique à l'angle des ponts des colonies de fourmis. Ce projet de pont reliant l'Afrique et l'Europe via le détroit de Gibraltar n'est pas une chimère. Les fourmis sont capables, pour passer un obstacle aussi important à leur échelle, de créer de véritables ponts suspendus. Des milliers de fourmis se transforment alors en chênes, poutrelles. L'ouvrage d'art terminé, la reine peut circuler en chaise à porteur et des milliers d'individus peuvent ainsi en toute sécurité franchir l'obstacle. Si Eugène Tsui observe ce squelette de nid de fourmis, c'est qu'il compte s'attaquer à un nouveau chantier, des habitations souterraines. Cet homme n'est pas ostéopathe. Walter Tschinkel est un spécialiste de l'étude des cités souterraines des fourmis. Depuis 10 ans, il essaye de comprendre comment font les fourmis sans architecte et sans plan pour construire des nids aux formes si complexes et variées. Certaines fourmilières atteignent 4 mètres sous terre, ce qui représenterait à l'échelle humaine une cité souterraine de 7 km. Comment la nature influence-t-elle le comportement individuel des fourmis?
pour que son interaction produise des nids appropriés pour chaque espèce. C'est un point inconnu, mais qui reste la question principale. Hey Kevin, il y a ici une fourmilière qui pourrait faire l'affaire. Qu'en penses-tu? Oui. Pour obtenir les squelettes des nids, Walter utilise de l'aluminium chauffé à 670 degrés. Hop, hop, ça monte. Je crois qu'on l'a. Le contact avec l'aluminium en fusion peut être critique pour des non-spécialistes. Ok, pose-le à terre. Dans cette cité souterraine, vivaient 8000 fourmis harvesters. Certaines fourmis ont inventé l'escalier en colimaçon, d'autres la vis sans fin. Walter a démarré un travail de fourmis dans l'inventaire de leurs différents habitats. Ce convoi spécial ne transporte pas une fourmilière pour l'inventaire de Walter Tschinkel. En Italie, on déplace des fourmilières d'une forêt à une autre, non pas pour faire des vacances aux fourmis des bois, mais plutôt pour les faire travailler. Si les fourmis peuvent dans certains cas être un fléau pour l'agriculture, elles sont d'une grande utilité pour l'homme. Elles sont d'excellentes prédatrices des chenilles processionnaires qui ravagent les pins. Les chenilles processionnaires dévorent en grande quantité les aiguilles de pin avant de se transformer en papillons, mais heureusement, la fourmi guette. Les gardes forestiers savent que la présence de colonies de fourmis des bois dans une forêt est signe de bonne santé. D'ailleurs, une loi datant de 1880 condamne à une forte amende quiconque détruit les fourmilières. Certo che ormai fa caldo, eh? Guarda lì, quanti nidi. Quest'anno ne sono proprio tanti. Pour Paolo Ballardini, les pins sont déjà pleins de nids de processionnaires. Sì, Sono tutte giù. con questa stagione qua sì. Vero? C'est le printemps, les chenilles sortent des nids, se mettent en file indienne, formant ainsi des processions très longues. Mais Paolo Ballardini de la réserve de Monte Alpe veille. Depuis les années 50, en Italie, les gardes forestiers prélèvent dans les montagnes des nids entiers de fourmis des bois. Mais ces nids sont de moins en moins nombreux. Transportées en camion, ces fourmis sont introduites dans les régions envahies par les chenilles qui mangent les pins. À la fin de l'été, Paolo va relever les pièges à papillons afin de savoir si des chenilles ont pu achever leur métamorphose malgré les attaques des fourmis. Numero 7. Vediamo un po'. 2, 3, 4. C'est normal. Paolo constate que certains papillons ont déjà réussi à pondre sur les aiguilles de pin. Mais heureusement, il n'y a pas plus travailleur qu'une fourmi déjà affairée à remplir son garde-manger d'œufs frais. On estime à plusieurs millions le nombre de proies diverses ramenées en une seule saison par une seule colonie. Les fourmis sont laborieuses, mais elles savent toujours prendre le plus court chemin entre une source de nourriture et leur fourmilière. Ce savoir-faire a été récupéré par les informaticiens pour révolutionner le monde de la logistique à base d'algorithmes de fourmis. Et il voudrait savoir si on va pouvoir utiliser ces algorithmes à base de colonies de fourmis pour optimiser son réseau de distribution et de transport.
Pour la poste du Danemark qui se pose le problème de trouver le chemin le plus court pour que les facteurs distribuent le courrier en un grand nombre de points dans une ville, eh bien le nombre de solutions possibles est tellement grand que même avec tous les ordinateurs de la Terre, eh bien nous serions morts bien longtemps avant qu'ils aient fini leur énumération. On est donc conduit à trouver et à utiliser des algorithmes à base de fourmis pour repérer les solutions optimales le plus rapidement possible. Les compagnies aériennes comme Southwest Airlines doivent régulièrement désengorger leur fret. En appliquant les algorithmes de fourmis au transport des marchandises, ces compagnies réduisent les flux et économisent ainsi des centaines de milliers de dollars chaque jour. Mais comment ces algorithmes de fourmis ont-ils été mis au point? C'est en étudiant les phéromones des fourmis que les scientifiques français ont formulé l'équation. Donc là, tu as vu, elles ont déjà pris le chemin le plus court, le choix a été fait. Là. Ils ont déposé plus de phéromones sur le chemin le plus court. D'ailleurs, on voit que celles qui commencent à s'engager sur la branche la plus longue ont tendance à faire demi-tour. À la longue, le parcours direct vers la nourriture sera davantage marqué des signaux chimiques des fourmis, les phéromones. Et les fourmis choisiront naturellement la piste la plus balisée. Les ingénieurs ont repris ce concept en le traduisant en algorithmes mathématiques pour trouver rapidement le parcours le plus rapide. Pour éviter les embouteillages, des algorithmes de fourmis sont également employés. En effet, lorsque le trafic est fluide, les fourmis laissent une trace chimique dense qui indique la bonne direction. Là où le trafic est lent, la marque est plus faible. Il suffit de privilégier les traces denses pour éviter l'embouteillage. Les routeurs orientent ainsi de la même façon les informations sur le net, mais également les paquets ou véhicules vers la voie la plus fluide. Pour se repérer dans l'obscurité de la fourmilière, les fourmis utilisent aussi les phéromones. Certaines espèces de fourmis élèvent du bétail, des pucerons pour leur miella et leur viande qu'elles adorent. Pour les retrouver, elles les attachent avec pour lasso un fil de soie imprégné de phéromones. Les phéromones les guident également dans la conception de leur cité souterraine. L'espace très faible entre les chambres est obtenu grâce aux plans de construction laissés par leurs signaux chimiques. Laurent Keller tente également de modéliser l'intelligence collective des fourmis pour fabriquer des fourmis artificielles. Alors là, ce qui serait bien, c'est donc là, il le pousse bien, ça, on retrouve comme les rochers, puis tu vois, que ce soit comme ici, voilà, là c'est super. Quand ils sont deux qui poussent comme chez les fourmis, quand on a des gros cailloux. Ça c'est l'application typique en ingénierie. Il y a un robot qui est tombé en panne, mais les autres, ils continuent à faire la tâche. Ouais. Même les hommes de ménage pourraient être menacés par des robots à cervelle d'insectes. On est aujourd'hui bien loin des premiers robots humanoïdes, en concevant ces petits robots capables de s'associer à la manière des fourmis. On peut imaginer plusieurs types d'applications avec un groupe de robots qui va coopérer, par exemple pour nettoyer un appartement, faire le ménage, un groupe de robots qui va aller sur un lieu où il y a de la radioactivité. Et pour effectuer ça, on est parti de ce qu'on a observé chez les fourmis. Et maintenant, on pourrait dire des gènes de fourmis dans un robot qu'on laisse évoluer pour avoir ces robots qui agissent de manière collective et qui peuvent faire des actes qu'un robot seul ne pourrait pas effectuer. Ce qui manque à tous les robots industriels copiés sur l'homme, c'est l'autonomie de décision d'une fourmi. Celle-ci est capable d'accomplir de nombreuses tâches sans chef, avec un circuit nerveux pourtant très primaire. Dans moins de 50 ans, des robots minuscules envahiront notre univers et se mettront à travailler comme des fourmis. Pendant que vous regardiez ce film, 210 milliards de fourmis et 14 000 humains sont nés. 150 milliards de fourmis et 5 000 humains sont morts.